passera pas, c'est très difficile à faire, quoi. Alors forcément, ça a des conséquences qui sont physiques. Quand on n'arrive pas à s'alimenter, ben, vous le savez tous, quand vous avez faim, vous n'êtes pas de bonne humeur. Et quand cette faim elle est permanente, c'est non seulement ça joue sur l'humeur, mais ça joue sur les possibilités physiques à être à un rendez-vous, à être à son travail à 7h30 du matin, quand vous vous couchez avec la faim au ventre. Et je peux vous assurer que c'est une véritable torture mentale que de crever de faim devant un frigo plein. Je ne sais pas si... c'est très difficile à imaginer, mais... En fait, un frigo qui vous offre à peu près toutes les structures que vous avez appris à trier, avec du liquide, avec des choses plus souples, et crever de faim parce que finalement vous n'arrivez pas à l'avaler. C'est peut-être que psychologique, mais je demande qu'à en parler. Voilà, le problème c'est que j'ai jamais trouvé personne qui puisse m'expliquer ce pourquoi j'avais pas les bras assez longs pour pousser mon assiette, pourquoi j'arrivais pas à manger, pourquoi je me levais à 3h du matin pour manger et j'y arrivais seulement à 4h. Après avoir fait 3 fois le tour du frigo, fumer une cigarette ou deux et repartir. Donc finalement, moi, je n'arrivais pas à faire valoir mon handicap, mais je ne vois pas comment j'aurais pu être à 8h du matin à mon travail, les idées claires et avec l'envie d'avancer, de porter mon travail, quoi. Donc il y a des conséquences professionnelles qui sont importantes, non seulement la possibilité d'être présent physiquement si on a ces problèmes d'alimentation, mais on a aussi tout un tas de dangers dans le monde professionnel. Ça peut aller des fuites de gaz ou de ce genre de manipulation de produits qui sont des toxiques ou des inflammables. Il se trouve que je n'ai pas passé ma vie dans un bureau et que justement j'ai multiplié les expériences professionnelles au gré des voyages et de la façon dont ça s'est passé. Et que forcément, quand on a ce mode de vie, ben, on accepte un peu tout comme job et c'est l'aventure et la débrouille. Par contre, je me suis trouvé dans des situations où effectivement, heureusement qu'on m'avait mis un masque sur le nez parce qu'il y avait des vapeurs de peinture qui étaient toxiques ou des trucs comme ça. Un osmique ne peut pas s'en rendre compte, il va sortir de là avec un mal de tête, il ne saura pas qu'il est en train de s'intoxiquer lentement, quoi. Donc professionnellement, j'estime que quelqu'un qui est un osmique pourrait au moins être protégé de certaines professions, l'aider à ne pas faire les mauvais choix non plus, parce que jouer avec du gaz de ville, être cuisinier, c'est quand même pas, c'est pas rien, il peut y avoir un hôtel au-dessus, quoi. Donc c'est des choses qui sont, on doit au moins les aider à se reconvertir en tenant compte de son handicap, et pour ça il faut qu'il soit reconnu. Mais il y a un travail de fou à faire, et ça a commencé il y a 3 ans, on est dessus. Et là, c'est la première fois qu'on en parle. Donc, en fait, plus on va pouvoir communiquer là-dessus, j'espère que ce sera à grande échelle, puisque on a eu la prétention de faire une association à l'échelle nationale, parce que c'est tellement difficile, en fait, de regrouper des anosmiques qu'une association de quartier, ça aurait été juste ridicule, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a forcément les conséquences sociales, les exclusions, le repli sur soi. Ça joue professionnellement, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va... Et j'ai des exemples devant moi de personnes qui effectivement retrouvent du travail, mais ça explose au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, parce que finalement les collègues de travail ne comprennent pas qu'il est difficile de garder ça pour soi en permanence. Il y a ceux qui peuvent le cacher, ceux qui veulent en parler. Donc ça crée des conflits avec l'entourage. C'est la perte de tous les appétits, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, tous les appétits, tous les stimuli, tout ce qui peut donner envie de générer une action ou de déclencher une action tout simplement. Donc c'est vraiment un sevrage violent de toutes les sources de plaisir qu'apporte l'odorat, et je sais si elles sont nombreuses, de toutes les sources de plaisir naturel. C'est un sevrage sans concession, à part peut-être pour ceux qui, de façon assez miraculeuse quand même, il faut le dire, retrouvent l'odorat, parce que ça arrive. Il y a des cas de rémission, mais qui sont extrêmement rares et qui ne sont pas forcément expliqués, au même titre que la science a encore des problèmes pour expliquer certaines de nos anosmies. Voilà. Je ne vais pas trop m'éterniser, je vais laisser la parole au docteur Trottier. Je suis dans les temps, à Didier, on va dire. Il y a une question. En fait, si je comprends ce que vous décrivez, ce que vous avez vécu vous-même, vous voyez que c'est une forme d'anosmie totale, presque. Oui, absolument. Et vous avez cité 5% de la population qui serait concernée. Qui serait concernée. Ce qui veut dire que là, ce serait plus du partiel ou... Alors non, on estime en fait entre 4 et 5% de la population qui serait anosmique, véritablement, et dont on n'a pas spécialement de nouvelles. Alors moi je suis en relation avec pas loin de 300 personnes qui sont
qui sont inscrites à mes sites et avec qui j'ai pu échanger. Les dernières études qui ont été faites à Lyon au CNRS, qui ont été menées par le docteur Moustapha Ben Safi, font état de 10% de la population qui aurait des troubles olfactifs, donc dysosmie. Et ces gens sont soit en hyposmie, ils ont perdu une partie de l'odorat, soit c'est de la cacosmie, c'est-à-dire une cacophonie, on va dire, au niveau des odeurs, c'est-à-dire qu'au lieu de sentir la fraise, quand vous sentez une fraise, ben, vous avez l'odeur de métal, si c'est pas pire. Et ça se traduit aussi au niveau du goût, l'explosie. Mais en gros, les anosmiques seraient 4 à 5%. Ça paraît énorme, mais moi je me suis senti véritablement tout seul et isolé. Et je me demandais, mais où sont les autres? Comment font les autres? C'est quelque chose, je me disais, comment est-ce qu'ils arrivent à supporter ça? Comment est-ce qu'ils arrivent à passer outre ça? Et véritablement, je pense que le silence qui a régné sur l'anosmie, parce qu'on ne sait pas, c'est vrai, aujourd'hui, on ne sait pas la soigner. Il y a une certaine animosité des anosmiques vis-à-vis des ORL, parce qu'effectivement, ils nous renvoient dans nos 22 mètres sans nous expliquer véritablement ce qui nous est arrivé et comment on peut nous aider. Alors, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir les outils pour nous soigner. La science, elle avance à sa vitesse. Il faut savoir que les capteurs olfactifs, ils ont été découverts en 2004 par les Américains qui ont obtenu un prix Nobel pour ça. Donc en fait, de 2004 à 2015, ça nous fait 11 ans de recul sur la recherche. Et 11 ans, c'est absolument rien. Bien qu'on sache que l'anosmie existe depuis 1870 et même avant. C'est les premières fois qu'on les a notées, avec des chutes de cheval. Mais en gros, on serait 4 à 5% de la population, et ça représente quand même entre 2 millions et 3,5 millions de personnes touchées.